Voilà, je claque dans les mains, je me réchauffe et on va tenter de vous réchauffer aussi durant cette émission. La semaine dernière, vous étiez avec nous et on vous en remercie. On était au Théâtre Édouard XVI, c'était un merveilleux théâtre en compagnie de Pierre Arditi. Alors ce matin, changement de décor, on a retrouvé évidemment notre plateau Thé au café et nous sommes en compagnie pour la première fois d'une écrivaine, d'une auteure. On va lui demander comment elle se qualifie. Il s'agit de Delphine de Vigan. Bonjour Delphine de Vigan. Bonjour Catherine. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Merci. Il est vrai que vous venez de sortir un 9e livre qui s'appelle Les Loyautés. Est-ce que je dois effectivement vous qualifier d'auteur, d'écrivaine? Moi, déjà, il m'a fallu un peu de temps pour dire que j'étais écrivain ou écrivaine. Oui. Maintenant, je le dis, donc Bon. ça m'est égal. Je vous avoue que... Vous vous sentez légitime aujourd'hui? Ça commence, oui. Ah, Enfin, pas légitime, mal. je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'hésitais à dire que j'étais écrivain. Pour moi, écrivain, c'est quelqu'un, ça veut dire quelqu'un qui construit quelque chose dans la durée, en fait. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. J'espère, oui. Enfin, voilà, je commence à le croire. 9 livres, Voilà. 2 best-sellers. Bien sûr, vous êtes une romancière aujourd'hui incontournable. Vous êtes populaire. Et vous avez écrit, il y a quelques semaines, Les Loyautés chez Jean-Claude Lattès. On va évidemment parler de ce livre. C'est un livre sur les blessures. C'est un livre très, très intime, une sorte de thriller intime. Ça va très, très vite. C'est très concis. C'est rapide. Il y a beaucoup de rythme. Et pour ceux qui n'aiment pas la lecture, franchement, c'est un livre que moi je peux conseiller parce qu'on peut revenir au goût de la lecture grâce à ce livre. Delphine de Vigan, petite fille, vous avez quel âge là? Vous êtes Là, je vais avoir... sauvageonne. Oui, voilà, 5-6 ans, je dirais, ouais. Ou 4-5 ans peut-être plutôt. Ouais. Vous avez des grands-parents, et vous en parlez bien, atypiques. Oui, atypique, voilà, à plus d'un titre en fait. C'était une famille, donc la famille de mes grands-parents, ça c'est du côté de ma mère, de 9 enfants, très bohème en fait. Dans le livre, j'avais dit ce sont des bobos avant la lettre. Voilà, avec un côté très fantasque, très... Alors, je vous arrête. On a retrouvé cette archive, une archive de 1969. Alors, c'est rare. Toute la famille, en fait, apparaît dans un documentaire de l'ORTF sur les familles nombreuses. C'est un documentaire sur le sujet. On y découvre vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, votre mère et vous-même. Vous avez à peine 2 ans. Elisabeth, dite Liseron, 24 ans. Frédéric, 23 ans. Priscille, 22 ans, mariée à Guy. Leur petite fille a 2 ans. Ludovic, 18 ans. Séverine, 16 ans. Et Laurette, 14 ans. Jean, le père, a fondé sa propre agence de publicité. Viviane, la mère, a élevé 9 enfants sans perdre son sourire. Pour que la famille soit complète autour de cette table, il faut aussi nommer Stéphane, 6 ans, qui est déjà au lit, et 2 garçons disparus accidentellement à 7 et 14 ans. Il est rare qu'on s'ennuie dans une famille nombreuse. Mais celle-ci a reçu une éducation qui explique peut-être sa personnalité et sa fantaisie. Est-ce que vous pensez que vous aurez peur pour vos enfants, que vous craindrez? Oh oui. J'ai un tempérament très angoissé. Alors, je sais pas, par exemple, j'ai pris le métro seule extrêmement jeune, je sais pas, 6 ans, 8 ans. J'ai l'impression que jamais j'arriverai à laisser ma fille faire des choses comme ça. C'est vous la petite fille, vous avez effectivement à peine 2 ans, c'est votre maman qui parle de vous. Je sais que ça vous apporte de l'émotion. Oui, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous passiez ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, pardon, je l'avoue que je me cueille un petit peu d'entrée de jeu. D'abord, je vais vous dire, je ne suis pas très à l'aise par rapport au fait que cette archive soit maintenant disponible à tous. C'est une erreur que j'ai faite. Si c'était à refaire, c'est probablement la seule chose que je changerais dans le roman. Pour moi, les personnages de Rien ne s'oppose à la nuit, ce sont précisément des personnages, ce ne sont pas des personnes. Et là, tout d'un coup, j'ai donné accès aux personnes, à ma vraie famille, à mes grands-parents, à mes oncles et tantes, avec leurs vrais prénoms, etc. Et voilà, si c'était à refaire, je ne le referais pas, parce que c'est vraiment la chose finalement qui a été, après coup, probablement la plus complexe pour moi. C'est cette confusion qui est
été faite par les lecteurs entre la réalité et le romanesque. Évidemment, pour moi, c'est très émouvant de les revoir par ailleurs. Et les frères et sœurs de ma mère, beaucoup malheureusement sont morts aujourd'hui. Ma mère est morte il y a 10 ans, quasiment. On est à quelques semaines. On sait que votre maman, c'est vous qui l'avez découverte. Hein, elle s'est donné la mort. Est-ce que vous lui en avez tenu rigueur sur le moment ? Non, tenue rigueur, non. C'est évidemment très violent. Voilà, le suicide, c'est sans doute ce qu'il y a de plus, la mort la plus brutale, la plus violente, la plus agressive pour l'entourage. Et en même temps, peut-être d'ailleurs en écrivant ce livre et en retraçant le parcours qui avait été le sien, le combat contre la maladie psychique, le courage dont elle a fait preuve finalement à plein de reprises, j'ai compris son geste. Enfin, pour moi, il a fallu l'accepter, je pense, comme pour toute ma famille d'ailleurs. C'est-à-dire que on peut le comprendre, on peut l'accepter, je crois. Et aujourd'hui, avec un peu de recul... C'est un acte courageux, même ? Oui, je considère que c'est un acte de courage. Courage dont elle avait fait preuve, encore une fois, à plein de moments de sa vie. Et que ce combat contre le cancer, elle n'ait pas envie de le mener. Elle qui avait mené pendant des années le combat contre une autre maladie, et une maladie très dure, je le comprends. À 17 ans, vous êtes anorexique. Vous pensez que ça découle en fait de votre enfance, des blessures, des traumatismes que vous avez connus durant votre enfance? Je ne sais pas. Le lien est direct ou pas? Non, je ne dirais pas ça. C'est très complexe. L'anorexie mentale est une maladie très complexe. Aujourd'hui, avec la distance, je préfère dire que c'est pour moi une maladie de l'hypersensibilité. Ça, c'est sûr. J'étais une enfant hypersensible et je reste une adulte hypersensible, comme vous pouvez le voir. Et de l'appétit de vivre, en fait. Ça, aujourd'hui, que je reçois souvent des lettres, d'ailleurs assez nombreuses, de jeunes filles anorexiques qui partagent ce moment avec moi parce que j'ai écrit Jour sans fin. Je me rends compte que souvent, il y a un grand élan de vie, il y a un grand appétit de vivre. Et c'est peut-être précisément parce que cet appétit de vivre, quand on a 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans, parfois peut être très encombrant. Qu'il se retourne parfois contre soi-même. Comment vous en êtes sortie? J'ai été hospitalisée à l'âge de 19 ans. J'ai eu une anorexie tardive, puisque j'ai commencé à être malade vers 17-18 ans. J'ai été hospitalisée pendant 6 mois à l'hôpital Bichat. J'ai été prise en charge par un médecin qui ensuite s'est fait connaître comme un des grands spécialistes de l'anorexie mentale. Est-ce que, Delphine, l'écriture aussi n'est pas une thérapie? Alors, je distingue souvent l'écriture du journal intime, qui a été la mienne quand j'étais adolescente et que j'ai longtemps gardée dans ma vie, qui est effectivement une écriture, en tout cas, de connaissance de soi, de construction de soi, qui m'a aidée vraiment à tenir debout. Et probablement, dans ces périodes, elle a été un élément pour tenir, un élément fort pour tenir, pour s'accrocher. Mais je distingue cette écriture-là de l'écriture romanesque qui, pour moi, n'a pas de vertu, ni de visée, et encore moins de vertu thérapeutique, qui, au contraire, d'ailleurs... Ça ne cicatrise pas les plaies? Non, je ne crois pas. J'aurais tendance à dire que ça a plutôt tendance à les gratter. Et qu'il faut être suffisamment fort, justement, et peut-être suffisamment construit. Peut-être qu'il faut avoir fait une partie du travail avant de se lancer dans l'écriture. Et ça explique d'ailleurs peut-être que j'ai commencé finalement à écrire un peu moins jeune que certains écrivains. Votre portrait par Alexandra Garde. Elle fait partie des rares écrivains français, une trentaine tout au plus, qui vivent de leur plume. Ses livres sont traduits dans 25 pays, son best-seller a franchi le 1 million d'exemplaires et nous ne parlerons pas des prix littéraires. Je vous avoue qu'il ne se passe pas un jour sans que j'y pense. Et que les 6 premiers mois, je me pinçais tous les matins quand j'accompagnais mon fils à l'école. Et depuis, 3 de ses livres ont déjà été adaptés à la télé ou au cinéma. Allez, un dernier petit effort pour votre grande admiratrice.
Grâce à Polanski, elle a même foulé le tapis cannois. Mais comment faites-vous, Delphine, pour toucher le cœur des lecteurs? Émerge à ce moment-là une forme de vertige, de doute, peut-être de sentiment d'imposture. Pourquoi moi? Pourquoi toute cette attention? Entre force et fragilité, vous interrogez le monde qui nous entoure, explorez les liens invisibles qui nous lient, l'adolescence et la pauvreté dans Nous et moi, l'anorexie dans Jours sans fin, le harcèlement au travail dans les heures souterraines, la fragilité psychique de votre mère dans Rien ne s'oppose à la nuit et l'emprise psychologique dans D'après une histoire vraie. Toujours en quête d'intime, vous êtes très habile pour mêler fiction et réalité. La fiction se nourrit beaucoup évidemment de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, mais c'est dispersé, c'est diffracté sur différents personnages. Alors nous aussi on s'est amusés. Voici un vrai faux portrait, tout ce qu'on ne savait pas de votre personnalité, mais attention, une erreur s'est peut-être glissée. Delphine collectionne les bottines incroyables, fond pour les oursons à la guimauve et redoute les souris à tout prix. Elle rêvait d'être Corinne du groupe Téléphone. Mais c'est avec la grande Sophie qu'elle chantonne. Elle a réalisé une comédie romantique sur le sexe. Et c'est la championne du canular. Vrai, faux, si TV, même Francis Huster s'est fait duper. Alors, fiction ou réalité? Mais oui, Alexandra a raison, vous êtes une blagueuse en fait de nature. Oui, c'est vrai, on me connaît moins sous ce jour. Oui. Et comment vous l'avez dupé, Francis Huster? Francis Huster, alors j'avais 17 ans et j'étais très, très amie avec une copine qui est restée d'ailleurs une très bonne amie, qui s'appelle Christine. Et on avait eu l'idée de se faire passer pour des journalistes anglaises et de l'interviewer après l'un de ses spectacles. Et donc on lui a écrit, à l'époque, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de téléphone portable, etc. On lui a écrit un courrier posté de Londres pour le prévenir de notre venue, nous, jeunes journalistes de la BBC. Et à l'issue du spectacle, voilà, on l'attendait. Je ne sais pas s'il avait vraiment noté qu'on venait, mais enfin, très sympathique. Il nous a dit « OK, pas de problème, etc. » Et on a fait donc pendant 1 heure une interview en français avec des très forts accents anglais, un peu à la Jane Birkin, si vous voyez ce que je veux dire, Catherine. Et donc, on s'était beaucoup entraînés et je dois dire qu'il y a cru, mais à 100%. Le succès à 45 ans, c'est jubilatoire? Oui, c'est jubilatoire, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est-à-dire que ce qui est jubilatoire, c'est quand on écrit des livres, c'est pour être lu et tout d'un coup de se rendre compte qu'on peut toucher autant de lecteurs et des lecteurs si différents. C'est ça qui me fascine souvent quand je les rencontre en librairie, à quel point l'éventail est large. Des gens qui lisent très peu, des gens qui lisent énormément. Mais ça donne le vertige? Non, ça donne pas le vertige. J'ai le sentiment que ça m'est arrivé. Pour moi, les choses se sont construites très, très progressivement. Peut-être que ça aurait été plus compliqué, compte tenu de ma personnalité, de vivre ça au premier ou au deuxième roman, en fait. Je pense que ça aurait pu faire un peu tanguer les choses. D'autant que vous avez écrit 4 romans alors que vous étiez en entreprise. Oui, voilà, j'avais écrit mes premiers livres, je travaillais encore en entreprise. Donc tout ça s'est fait très progressivement. L'entrée de l'écriture dans ma vie, l'importance qu'elle a prise peu à peu, le fait à un moment donné de quitter mon travail et de ne faire plus qu'écrire et d'avoir cette chance inouïe de vivre de l'écriture. Tout ça s'est fait progressivement et c'est bien parce que ça n'empêche, au contraire, j'ai l'impression d'en profiter d'autant plus sans peut-être avoir ce sentiment de vertige que j'aurais si c'était arrivé d'un seul coup. Vous nous avez quand même surpris avec un long métrage que vous avez réalisé, à coup sûr. C'était l'histoire donc d'une jeune femme, une Parisienne, qui en fait cherche à être le bon coup, quoi, un bon coup. Alors un bon coup, ça veut dire voilà, elle pense qu'elle sait pas faire l'amour. Elle a été remise en question de manière très indélicate par deux personnes consécutivement, un peu goûtées. Mais alors c'est vrai que ça surprend parce qu'on vous attendait pas sur le sujet. Vous êtes beaucoup documenté. Ah bah je me suis beaucoup documentée. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? J'ai appris plein de trucs. Alors il y a une décompression possible chez Delphine de Vigan avec le cinéma. Il faut le savoir. Lorsqu'elle n'écrit pas le matin d'une manière très disciplinée, hein, attention, hein, une sorte de vie monacale le matin. Et puis l'après-midi, c'est parfois le cinéma. Alors on vous a accompagné durant ces 2 activités et c'est Alexandra Garde qui était avec vous. Bonjour. Nous sommes chez moi. Ça fait 1 an que j'habite ici, que j'ai déménagé dans le 13e arrondissement. Voilà, j'adore cette vie.
C'est un mélange, d'ailleurs, parce qu'il y a évidemment ce jardin qui est génial, et puis il y a les tours du 13e que je trouve assez belles. Souvent, mes romans se passent dans la ville, avec d'ailleurs cette idée de la solitude qu'abrite la grande ville. En fait, je travaille dans 2 endroits différents, ce qui est assez sympa, au fond, d'être nomade à l'intérieur de chez soi. Ici, c'est plutôt mon petit bureau d'appoint, parce que mon bureau est en réalité la chambre de ma fille, qui n'est pas là en semaine. J'aime bien être dans la vie aussi pour écrire, c'est-à-dire quand je suis par exemple bloquée sur un paragraphe ou quelque chose, pouvoir effectuer une tâche domestique, étendre le linge est une très très bonne activité pour la concentration. Je travaille le matin en général. Là, vous me voyez de bon matin, j'ai fait un effort parce que vous veniez, mais sinon, je suis plutôt en pyjama. Mon créneau horaire, c'est de 8h30 en gros à 13h30. J'ai 2 étapes en fait. Une première phase que j'appelle ma période d'incubation, où je prends des notes sur des carnets. Donc quand je commence à avoir une idée, alors là il y a différents carnets qui correspondent à différents romans ou possibles. Ou voilà, par exemple ça c'est mes carnets des loyautés. Oui, les petites fiches des personnages, des choses comme ça. Et par exemple une fois que j'ai traité quelque chose ou que je le barre, voilà. Je construis beaucoup en amont. J'ai une idée souvent assez précise du livre avant de me lancer dans l'écriture. Je corrige beaucoup, je corrige pendant l'écriture, je corrige une fois que c'est fini, je corrige sur les épreuves aussi. J'ai l'impression que l'écriture, c'est comme un organisme vivant. Alors ça, c'est mon bureau d'appoint du week-end, on va dire. Et sinon, en semaine, je suis là. Je ne sais pas ce que c'est d'ouvrir son ordinateur et tout d'un coup d'être transporté par une inspiration qui vous emmènerait au bout de la nuit. Ça n'arrive pas. Enfin, ça arrive 5 minutes et puis en général, ça retombe tout de suite. C'est du travail. Il y a vraiment une dimension très physique. Je ne connais pas d'activité intellectuelle qui me fatigue autant, qui engage autant le corps au fond. C'est un état de tension et souvent, je me rends compte quand j'arrête où j'ai vraiment l'impression presque d'être courbattue. Avec mes enfants, en fait, j'ai découvert une application qui permet de faire des petits magnettes. Alors, je vous emmène à l'Escurial, qui est un cinéma qui est juste à côté d'ici. Je marche très vite. Mon acteur vraiment fétiche quand j'étais adolescente, c'était Al Pacino. J'étais folle de lui, j'avais des posters dans ma chambre. Merci. Ça fait quel effet qu'on me prenne pour une ouvreuse aujourd'hui? C'est rigolo. J'adore le cinéma et ça fait vraiment partie des émotions qui me nourrissent. C'est un rêve de gosse, ça, tout seul au cinéma. Ma mère nous emmenait au cinéma quand on était enfant, voir des films qui n'étaient pas forcément tellement pour les enfants, comme ça. Ou dans certains cas un peu marquants. Je me souviens d'avoir vu Le Tambour, L'Incompris de Comencini. Ça, c'est la super pizza. J'ai adoré réaliser un film, j'ai beaucoup appris, mais ça a été l'occasion de découvrir, si besoin en était, que je ne suis pas réalisatrice. Et autant j'aime écrire pour le cinéma, autant la réalisation, non, je pense qu'en fait, j'ai pas de talent pour ça. Et être cinéphile ne fait pas de vous un cinéaste. C'est important le mot de la fin, et ça se travaille. Donc non, là, à part vous dire que peut-être Eddie Mitchell va sortir de cette salle, je ne sais pas quoi vous dire. Merci de m'avoir accompagnée dans ce cinéma que j'adore. C'était le cinéma l'Escurial. L'écriture cinématographique, c'est très différent de l'écriture littéraire. Ah oui, c'est très différent. Ouais. Ça, c'est plutôt d'ailleurs une écriture que je pratique l'après-midi. C'est moins exigeant d'une certaine manière, c'est plus technique, c'est plus ludique aussi parfois. Pour moi, ça ne met pas du scénario tout... et dialogue. Scénario et dialogue. Ça met pas, je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas appel aux mêmes parties du corps d'une certaine manière. Là, vous êtes en écriture de scénarii. Oui, en ce moment, oui, je travaille sur 2 projets différents en coécriture. C'est ça d'ailleurs qui me plaît beaucoup dans l'écriture scénaristique, c'est d'être moins seule au fond, parce que l'écriture romanesque est très solitaire, que parfois on passe des mois tout seul devant son ordinateur. De la solitude. Oui, mais elle fait partie de... Oui et non, non. D'ailleurs, j'en souffre et en même temps, je l'adore, en fait. C'est toute l'ambivalence, sans doute. Je suis contente quand ça se termine. Et souvent, quand je commence un roman, je suis très, très contente d'avoir devant moi ce long tunnel de solitude. Un récit haletant,
Les loyautés, c'est une sorte de thriller, comme je disais en début d'émission. C'est rugueux, c'est poignant, c'est âpre. C'est un roman choral, hein, puisque l'on suit deux adultes et deux adolescents, et qui sont en fait tous victimes de violences invisibles. Il y a beaucoup de choses inexprimées, il y a beaucoup de non-dits. Qu'est-ce que c'est que la déloyauté pour vous ? Bah, finalement, on connaît mieux d'ailleurs la déloyauté, le fait d'être déloyal, que la loyauté. C'est un concept qui est presque plus complexe. Et plus présent, en Oui, fait, la déloyauté. Être déloyal, c'est trahir un secret, c'est dire quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire, ou qu'on a promis de ne pas dire. C'est trahir. C'est trahir, oui, voilà, d'une certaine manière. Or, être loyal, bien sûr qu'on a cette idée positive de la loyauté et qu'on a besoin de ça pour se regarder dans la glace. En ce qui me concerne, c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que je suis loyale si ? Est-ce que finalement, en disant telle chose, je ne risque pas de trahir un tel ou un tel, etc. Mais être loyal, c'est parfois aussi s'empêcher de dire ou de faire des choses qu'on devrait dire ou qu'on devrait faire. Alors, il y a un passage, parce que c'est intéressant de voir à quel point, d'ailleurs, vous avez économisé les mots. Hein. Il y a un rythme très, très, très rapide. Lisez ce premier extrait. Il faut bien sûr expliquer aussi aux téléspectateurs que dans l'histoire, ce sont deux jeunes, en fait, qui vont connaître l'alcool. Et qui vont connaître l'alcool, qui vont être en état d'ébriété. Il y en a un, en fait, surtout, qui va attirer l'autre vers cette addiction. Est-ce que vous pouvez lire ce paragraphe ? Merci. J'aime sentir l'alcool dans mon corps. D'abord dans la bouche, cet instant où la gorge accueille le liquide, et puis ces quelques dixièmes de seconde où la chaleur descend dans son ventre. Il pourrait en suivre la trace avec le doigt. Il aime cette vague moite qui caresse sa nuque et se diffuse dans ses membres comme une anesthésie. L'alcool, donc très, très présente chez les adolescents, hein, ça on le sait, c'est un phénomène qui empire, Oui, chez les jeunes filles aussi. Pourquoi vous avez voulu vous servir de ce sujet, le traiter, ce sujet ? Est-ce que c'est lié à notre société ? Oui, enfin, on ne sait jamais très bien pourquoi. D'ailleurs, c'est assez mystérieux comment les choses arrivent à un moment donné. C'est souvent la conjonction de plusieurs facteurs. J'avais envie de travailler sur cet âge, de travailler de nouveau, puisque je l'avais fait déjà dans Noé et moi, donc de la préadolescence, ce moment vraiment... 12-13 ans. Voilà, qui m'intéresse particulièrement. Chez ce jeune garçon, il y a à la fois la recherche de l'ivresse, mais aussi peut-être quelque chose d'un peu plus vertigineux pour le coup. Et j'ai été frappée, en effet, mes enfants aujourd'hui sont plus grands, ils entrent dans l'âge adulte, mais de voir à quel point, à leur génération, et peut-être encore plus à la génération qui a aujourd'hui 13-14 ans, l'alcool intervient très très jeune, en fait, très tôt, avec cette volonté chez ces très jeunes gens de s'étourdir, de perdre conscience, de se mettre Même vraiment... de se détruire. Pour certains, sans doute. Voilà, il y a une espèce de pulsion comme ça qui est assez forte et qui, j'ai tendance à croire, répond à la pression croissante que la société, que notre monde exerce sur eux. Alors, il est vrai aussi que ces deux adolescents sont dans un milieu familial un peu compliqué, avec des parents qui sont séparés ou divorcés, au moins pour l'un d'entre eux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites que les enfants, en fait, dans ces cas-là, ils sont très protecteurs. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre l'un des parents dénigrer l'autre. Et donc, ils tentent de protéger, une sorte de pacte. Oui, mais souvent, c'est ça. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on observe tout le temps. Enfin, les gens qui travaillent avec les enfants, à la protection de l'enfance, connaissent ça très, très bien, à quel point les enfants protègent leurs parents, y compris d'ailleurs dans des moments où ils peuvent être eux-mêmes en danger. Qui lit en premier votre manuscrit ?
En général, c'est mon éditrice et aujourd'hui mon compagnon, de manière plus récente, parce qu'au début où nous étions ensemble, je ne lui faisais pas lire. Il a lu assez tardivement certains de mes manuscrits, en fait. Alors, votre compagnon, c'est François Bunel, c'est le monsieur de la grande librairie, c'est cet homme qui nous fait découvrir la littérature française, mais aussi étrangère. Et François Bunel a accepté de témoigner sur vous. Mais oui, alors là, je ne sais pas ce que vous avez fait. Ça allait vous surprendre. Et dans un premier temps, il évoque votre rencontre. La première rencontre avec Delphine, la première rencontre, la vraie première. La vraie première, c'était sur un plateau de télévision d'une émission que j'animais à l'époque. Je crois que j'ai fait parler Delphine sur ce livre qui m'avait pourtant tellement plu, à peu près 3 minutes 30. Et il y a eu quelque chose, évidemment. Je ne saurais pas définir si c'est de l'ordre du coup de foudre ou pas. C'est quelqu'un qui me bouleverse parce qu'elle est infiniment libre dans sa tête, dans ses choix, que personne ne peut lui dicter, qui poétise le monde et les choses. Vous savez, même dans les moments qui peuvent arriver, qui sont des moments de fatigue, de grisaille, etc., c'est quelqu'un qui va illuminer votre journée d'un mot, d'une remarque, parfois d'un sourire. Elle m'impressionne énormément, tous les jours. Elle m'impressionne beaucoup. Une de ses forces, peut-être ne le sait-elle pas, c'est la capacité qu'elle peut avoir d'un regard, d'une oreille, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui écoute énormément, d'une parole, à être très impressionnante. Dans la sérénité, mais aussi dans la fantaisie, dans la folie. Ne lui dites jamais si on allait au bout du monde, parce qu'elle vous dira oui, on y va le lendemain. Donc, mais c'est ça que j'aime. Ce qui est semblable en nous, c'est le goût de la liberté. Être présent ne veut pas dire être tout le temps là. La présence, c'est l'envie. Et l'envie naît aussi un peu du manque. Et avec Delphine, on a cette capacité, et elle a cette capacité, à être confiante dans le manque, sachant que ça crée du désir. Et qu'on est, honnêtement, des enfants du désir. On a envie de ça. On joue comme des gamins à s'aimer. Ce qui la rend belle, c'est de réussir à faire ce qu'elle veut, d'écrire, de voyager, là où elle en a envie, d'être aimée, peut-être. Je repensais d'ailleurs que ce qui vous rend beau, c'est jamais un vêtement, un luxe, c'est d'aimer et d'être aimé. Ça rend belle. Qu'en dites-vous? Ah bah ça me laisse sans voix. Je suis étonnée qu'il ait accepté. On le remercie. Il avait confiance. Et voilà, bah ça me fait évidemment très plaisir. Quand il dit que vous l'impressionnez, ça vous étonne ou vous le saviez? Ça ne m'étonne pas plus que ça. Je pense qu'on s'impressionne mutuellement, en fait, et ça fait partie de notre histoire. Mais il est de bons conseils et on peut être jugé parti? Oui, je crois qu'il est de bons conseils. J'ai longtemps cru, justement, et c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne lui faisais pas forcément lire mon travail très tôt dans le process, qu'il ne pouvait pas être objectif, en fait. Et je lui disais, mais non, de toute façon, voilà, tu m'aimes, et donc tu vas forcément me dire que c'est bien. Et je ne crois pas. Il m'a montré à plusieurs reprises qu'il était capable de me remettre en question. Et je crois que ça aussi, d'ailleurs, chacun, on est très pris, enfin nous sommes très pris chacun par nos activités respectives, et notre relation, elle repose aussi sur le fait que l'autre est capable de nous remettre en question, en fait, et que je suis peut-être une des personnes qui le remet le plus en question aussi. C'est difficile de partager la vie d'une écrivaine? Oui, je pense, oui, que ça ne doit pas être simple. On a fait le choix de ne pas vivre ensemble, et je pense que c'est salutaire dans notre relation, que c'est important. J'ai vraiment, pour moi, cet espace mental de l'écriture qui se traduit probablement physiquement et géographiquement, et voilà. Et lui aussi, François, c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui a, je crois, besoin aussi de sa bulle. Actuellement, vous êtes aussi en tournée. Il y a plus qu'une date avec la grande Sophie. Alors là aussi, oui, ça a été une aventure incroyable. Vous avez un coup de foot l'une pour l'autre. Elle chanteuse, vous
vous, écrivaine. Vous, d'ailleurs, dans le spectacle, vous chantez. Le spectacle s'intitule L'une et l'autre. Et vous avez découvert la scène. C'est jouissif? C'est très jouissif, c'est génial, c'est très grisant en fait. D'ailleurs, je me dis, ça va s'arrêter bientôt, il ne nous reste plus que deux dates. Mais c'est grisant. J'écris beaucoup à voix haute, je me relis beaucoup à voix haute, et d'être sur scène et de lire mes textes comme ça et d'entendre tout d'un coup le silence de la salle qui se fait, c'est très grisant. Et ce qui est grisant, c'est de partager ces moments avec elle, parce que c'est une personne incroyable, très fantasque. On s'est beaucoup retrouvés, je pense, sur cette fantaisie. Alors, d'elle, on le savait, mais on le sait moins de vous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. On va faire une sorte de petit test, de blind test, parce que vous aimez beaucoup la chanson. Vous allez écouter juste l'introduction et vous allez me dire, tenter de découvrir, de reconnaître le titre. Bachung, c'est pas très difficile. C'est Joséphine. Ouais. Véronique Sanson, toute une vie sans te voir. Amoureuse. Amoureuse, voilà. Je connais, c'est dur. Je trouve pas, je le connais. Si vous connaissez, malheureusement, elle est partie. Ah oui, bien sûr, France Gall. Ouais. La grande Sophie, elle a accepté de témoigner sur vous. Et puis, Emmanuelle Seigné. Alors, Emmanuelle Seigné, elle a joué dans le film adapté donc, par Roman Polanski de votre roman. Alors, toutes les deux, elles nous font découvrir en fait une Delphine de Vigan qu'on ne connaissait pas nécessairement. Notre complicité a été immédiate. Ça a été instantané. J'ai tout de suite trouvé très touchante, très attachante, intelligente, et j'ai senti tout de suite une connexion. J'ai notamment un souvenir très précis d'une chanson que je lui ai fait écouter, et cette chanson l'avait bouleversée. J'ai vu les larmes lui monter aux yeux. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Hyper sensible, elle est très intuitive aussi. Je dirais pas qu'elle pleure facilement, mais elle est touchée et par les mots et par les gens. Un mot peut énormément blesser, et elle choisit ses mots. C'est pas quelqu'un qui blesse les gens, justement. Il y a une douceur. C'est quelqu'un de tellement fragile que justement, elle s'est construit une vie assez structurée comme pour se protéger. C'est une grande observatrice. Elle regarde tout, elle voit tout. Elle étudie beaucoup les comportements. Quand j'ai rencontré Delphine, c'est la première chose qui m'a surprise. C'est le contraste aussi qu'il y avait entre ces livres qui ne sont pas forcément très gais et la jeune femme qui était très joyeuse. Elle aime beaucoup rigoler, elle a beaucoup de fantaisie, elle aime s'amuser. Elle aime jouer, oui. Oui, parce que moi, je suis très joueuse, donc je la taquine tout le temps. Et puis, elle a beaucoup de patience, surtout envers moi. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et alors, elle déteste les photos. Et elle me dit, arrête, je n'en peux plus, là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'elle est très patiente, quand même, parce que je la harcèle. Elle est douce, elle est timide. Elle est très profonde. Il y a quelque chose qui passe pas entre nous, c'est qu'elle aime pas mon humour. Elle dit que j'ai un humour de mec. Je lui dis, écoute, moi, j'ai vécu dans un tourbus. C'est comme ça. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement artiste dans tout ce que ça représente. Delphine est totalement rock'n'roll. Elle a un petit côté rock, c'est vrai. Elle aimerait bien être une Patti Smith dans l'âme. Et dans ce que peut vivre Patti Smith à travers la poésie, à travers les chansons, à travers la scène. Elle a envie d'essayer plein de choses différentes. Voilà, et elle a raison. On n'a qu'une vie. Nos limites. Oh, elles sont super. Merci à toutes les deux. Humour de mec, non. C'est quoi un humour de mec? Non, Sophie, elle a des blagues. On a une fantaisie commune, ça c'est vrai. Je pense qu'on se fait quand même rire mutuellement. Mais elle a un registre de blagues un peu graveleuses, un peu scato, qui sont pas. C'est pas forcément mon humour. Et oui, alors elle dit que c'est la fréquentation finalement du tourbus qui lui a donné. Mais du coup, elle me taquine, elle en rajoute. Je vous emmène au dos à dos? Oui. On y va.
2 ados avec vous, Delphine de Vigan, et des réponses du tac au tac, si possible. Qu'est-ce que vous avez acheté avec vos premiers droits d'auteur? Une chaudière. La phrase qui vous déstabilise? Tiens-toi droite. La phrase que vous aimez entendre? Je t'aime. Est-ce que vous avez écrit votre testament? Oui. La faute que vous ne pardonnez pas en amour? Une forme de violence non dite, la manipulation. Voilà, peut-être, c'est plus juste. La manipulation. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Ses mains, ses fesses, ses yeux, sa voix. Déjà pas mal. Est-ce que vous avez déjà regardé des films porno? Oui. Êtes-vous un bon coup? Je ne sais pas ce que ça veut dire un bon coup, bien Vous avez fait un film étudié le autour de ça. sujet. Mais je crois que c'est une question de rencontre, en fait, être un bon coup. Et en l'occurrence, je crois que oui. Avez-vous déjà regardé à son insu dans le téléphone de votre compagnon? Non. Portez-vous des sous-vêtements dépareillés? Ça m'arrive, mais jamais quand j'ai rendez-vous avec lui. Un tue-l'amour rédhibitoire? Les chaussettes de tennis. Est-ce que vous avez déjà subi des violences de la part d'un homme? Oui. Physique? Physiquement, une fois. Moralement, ça m'est arrivé. Si vous aviez une seule question à poser à Freud, quelle serait-elle? Comment ça va? Quelle est la maladie que vous redoutez le plus? La maladie d'Alzheimer, je crois. Quelle raison donnez-vous pour quitter un homme? Je ne t'aime plus. Delphine, qu'est-ce que vous faites en état d'ébriété? Chose bizarre. En général, je suis très gaie. J'ai l'alcool gai. Ça m'est arrivé aussi d'avoir l'alcool un peu plus triste, mais là d'ailleurs récemment, mais je pense que c'était lié à une période au moment où ça arrivait. Mais sinon, j'ai plutôt l'alcool gai. En général, je parle beaucoup, ça me désinhibe pas mal, comme tout le monde. Et je fais des déclarations d'amour aux gens que j'aime. Alors, champagne? Oui, champagne. Champagne. Pour avoir le diable à ses trousses. Je viens de terminer avec ça, non? Oh, salut Jacques, Jacques Higelin. C'était un choix de Delphine pour terminer cette émission. Je voulais vous remercier et remercier aussi, bien sûr, la personne qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. Vous savez, chaque samedi, chaque dimanche, on expose un artiste. Il s'agit de Marie Thurman. C'est une passionnée de la couleur. Elle l'étire, elle la fait vibrer, elle la fait couler, elle l'enchevêtre dans des lignes, des ronds, des formes. Elle travaille sur toile, sur papier aussi. Des créations céramiques sont présentes aussi sur le plateau. Il s'agit de Marie Thurman. Les loyautés, c'est chez Jean-Claude Lattès. Delphine de Vigan, son 9e roman, déjà presque 100 000 exemplaires vendus, pas mal. Ça fait plaisir. Bien sûr, j'imagine. bien sûr. Enfin, c'est oui, une évidence bien sûr. même. Ouais. Moi, je suis contente pour ce texte. Voilà, j'aime bien l'idée que les livres vivent leur vie après. Et voilà, celui-ci, il est parti vivre la sienne. Demain, on retrouvera Carla Bruni. Elle est toujours en tournée, quasiment dans le monde entier, en Europe notamment. Et puis, elle sera de nouveau d'ailleurs à Paris. Elle fera une scène au mois de mai. Et puis, samedi prochain, on sera en compagnie de Jean-Pierre Daroussin. Je ne sais pas si vous avez vu Art de Yasmina Reza. Ah non, j'ai très envie de le voir. Oui, vous avez bien raison. Des extraits, ça a l'air super. Cette Ouais, nouvelle, j'adore la pièce, je connais bien la pièce. sûr. Et l'interprétation, ouais. des trois, avec Berling, avec aussi Alain Fromager. Formidable, du grand art.
Très bien. Bon, portez-vous bien. Merci, Saluez vous aussi la grande Sophie qu'on apprécie Mais bien beaucoup, sûr, je lui dirai. Emmanuel évidemment, et puis François, ça va de soi. Merci. Et remerciez-le. On se retrouve donc demain pour un nouveau thé au café. Portez-vous bien. L'émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir évidemment en replay. Et puis on termine ensemble, si vous voulez bien, avec un petit selfie. Portez-vous bien. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Au revoir, à demain.